François Ruffin, bonjour. 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 Et bienvenue sur Inter. Vous vous dites légitime à représenter la gauche. Vous avez officialisé ces derniers jours vos ambitions pour 2027. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, l'état du monde et cette guerre commerciale accélérée de manière spectaculaire par Donald Trump. En 3 mois, il aura mis fin avec sa politique protectionniste et ses droits de douane à plus d'un demi-siècle de libre-échange. Voilà des années, François Ruffin, que vous appelez au protectionnisme ici, en Europe. Sur le fond, êtes-vous si éloigné que ça de ce que fait Trump depuis une semaine ? Écoutez, Donald Trump rompt de manière brutale, unilatérale, agressive, avec 30 ans d'ordre mondial commercial. Maintenant, je vais le dire plus tard, mais moi je ne l'aurais pas fait du tout de cette manière-là. Je pense qu'il le fait de manière stupide, et stupide d'abord pour son pays lui-même. Mais on est en France, et je considère qu'ici, à votre micro, je dois dire tant mieux. Je dois dire tant mieux, parce que c'est une chance pour l'Europe et une chance pour la France. Vous savez, on ne peut pas, il y a 15 jours ou dans les mois qui précèdent, parler de souveraineté sur l'industrie, de souveraineté sur l'industrie de défense, et penser qu'il n'y a pas un enjeu à avoir des protections, à avoir des régulations, et en avoir en partie une sortie de la mondialisation, si on prend au sérieux la question... Donc il a raison. Sur le fond, on entend vos critiques sur la méthode, mais sur le fond, mettre des barrières douanières, taxer tout produit qui entre sur le sol américain à 20, 30 ou 40%, c'est ce qu'il faut faire ici, chez nous, globalement ? C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire, parce que pour moi, il n'a jamais été question. Vous savez, ça fait des décennies que j'ai réfléchi à ça, parce que je considère qu'en Picardie, j'étais en première ligne pour voir des industries partir en série de mon coin. Mais jamais j'ai pensé qu'il fallait relever de 20, 30, 40% de manière unilatérale sur tous les produits. Il nous faut un plan. Il faut le plan des 100. Il faut le plan des 100 produits sur lequel on veut retrouver notre autonomie. Et là-dessus, oui, on met en place des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation. Qu'est-ce que c'est, ces 100 produits, par exemple ? C'est les aliments, les médicaments, évidemment. Ce sont les masques, les surblouses en cas de crise sanitaire, c'est la poudre, les obus en cas de guerre, c'est l'acier. Parce que je mets cette alerte-là. Si on ne veut pas de protection, aujourd'hui, c'est l'acier qui disparaît. Ma siège est faite d'acier. Si j'ai pas d'acier, je tombe par terre. Si jamais on n'a pas d'acier, il n'y a pas d'industrie de défense. Si jamais l'Europe s'est fondée, la CK, sur l'acier, or aujourd'hui, si on laisse faire, c'est la fin de l'industrie de sidérurgie française, la fin de l'industrie de sidérurgie européenne. Mais vous mettez des droits de douane de combien sur ces 100 produits ? Il y a plusieurs instruments, vous savez. Il y a les quotas d'importation, il y a les barrières douanières, il y a les instruments de défense technique. Ce que je veux vous dire, Madame Salamé, c'est que ce matin, c'est plus le François Ruffin qui a porté de manière un peu solitaire cette idée-là pendant des années. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence, y compris chez les patrons. C'est le patron de Valeo qui dit ça. Ce sont les patrons de la sous-traitance automobile qui disent ça. C'est la Fédération de la chimie qui dit ça. C'est le patron de Michelin qui dit ça, que si on ne met pas en place des défenses, on est cuit. Vous savez, par exemple, on vient de promouvoir l'agrivoltaïsme. Oui. C'est mettre des panneaux photovoltaïques dans les champs. Mais à un moment où la France vient de perdre sa dernière usine de fabrication de panneaux solaires, où ils partent en série en Allemagne, c'est fini pour toute l'Union européenne, et on est dans une dépendance maintenant totale sur un produit de stratégique, sur l'énergie, de la Chine, désormais à 100%. Je comprends et on comprend, mais vous les mettez où, les droits de douane ? Vous les mettez à quelles frontières ? Aux frontières françaises ou aux frontières européennes ? Aujourd'hui, c'est l'Europe qui doit penser différemment. Mais je constate que franchement, ils sont toujours aussi nuls. Mais il y a à changer et à faire changer tout ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Et on doit peser évidemment là-dessus. La France doit peser là-dessus. Donc, moi, je voudrais... donc sur ça, vous avez évolué. Parce qu'à un temps, vous disiez, moi, je veux mettre des droits de douane et de faire du protectionnisme au niveau français. Là, vous parlez d'Europe ou vous êtes... Je dis toujours, il y a des mesures qui peuvent être prises au niveau français. Par exemple, à un moment, Emmanuel Macron a voulu relancer l'industrie du masque, vous savez, et il a donné des millions d'euros pour qu'il y ait des usines de masques. Elles ont fermé dans les 6 mois, dans l'année qui suivait. Pourquoi ? Parce que 99% de nos masques continuent à être importés de Chine. Mais parce que 97% de notre commande publique, des pompiers, des lycées, des hôpitaux,
importer de Chine aussi. Et là, en revanche, sur la commande publique, on peut faire de la commande publique qui Donc veuille vous du Buy dites French des Act. mesures protectionnistes aux frontières françaises sur certaines et aux frontières européennes sur d'autres. Je dis qu'il peut y avoir, il y a des outils. Par exemple, la commande publique est un outil qui peut être actionné au niveau français sans attendre l'Union européenne. Mais je dis qu'en revanche, il s'agit de faire bouger l'Union européenne. Parce que on peut pas faire des grands sommets sur la souveraineté en matière de défense et en matière militaire il y a 15 jours, et 15 jours après dire que sur notre industrie de défense, on n'aurait plus d'industrie de défense en France si jamais l'industrie de défense ne s'était pas exonérée de l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'il y a eu la commande publique, parce qu'il y a eu de la planification en la matière. C'est ce qui a sauvé en partie notre industrie de défense. François Ruffin. Je veux dire que sur ce sujet-là, je pense qu'il y a moyen qu'on rassemble le pays. Que si jamais on disait aux députés, bossez sur identifier les sans-produits, sur faire un plan là-dessus. Je suis convaincu qu'on pourrait siéger pendant tout l'été. Et vous savez, à la place de diviser, d'enliser les syndicats et le patronat aujourd'hui dans un conclave, je suis convaincu que les syndicats de salariés seraient prêts à signer là-dessus et que le patronat aussi. Je pense qu'il y a moyen de rassembler le pays pour se demander sur quels produits, les 100 produits sur lesquels on veut retrouver notre autonomie. François Ruffin, face à la hausse des droits de douane, la Commission européenne promet de réagir tout en maintenant la voie de la négociation encore ouverte. Est-ce que c'est la bonne solution ou il faut la méthode chinoise œil pour œil, dent pour dent? Écoutez, j'ai lu les pages que Ursula von der Leyen consacre à la riposte. C'est ridicule. Dedans, vous savez que il y a les bidets, il y a les chewing-gums, il y a les combinaisons de ski, il y a la viande de renne. Est-ce qu'on a pour ambition, en France, en Europe, d'avoir une renaissance de l'industrie du bidet? Non. Non, mais vous avez bien compris, le bidet, on en est loin maintenant, c'est plus ça la question. Vous avez bien compris qu'ils ont deux choix au niveau de la Commission européenne. Soit ils font à la chinoise, c'est-à-dire on augmente immédiatement nos droits de douane, au risque de l'escalade et au risque de faire perdre des profits à nos entreprises françaises et européennes. C'est ça le risque, c'est ça qu'il faut peser, parce que tout le monde aurait envie de dire « Ah oui, d'accord, tu nous augmentes de 30%, mais tout le monde n'est pas œil pour œil, dent pour dent. » Tout le monde n'est pas moi. Oui, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Pas tout le monde n'est pas moi. Alors, que préconise François Ruffin au niveau de la Commission européenne? On veut une riposte symbolique. Bon, quel est le symbole de l'Amérique de Trump et de Musk? C'est la Tesla. Plus une voiture Tesla vendue sur le continent européen. Donc vous interdisez Tesla? On interdit. Si on veut prendre une mesure symbolique, on frappe là-dessus. Deuxième point, évidemment, les GAFA, sur lesquels il s'agit de retrouver une souveraineté numérique. Dans un premier temps, on les taxe. Dans un deuxième temps, on les remplace. Mais surtout, il faut bien comprendre que c'est pas par le travail, c'est pas par finalement les biens qu'on est concurrencé aujourd'hui par les Américains. Le problème, c'est que, on l'a vu avec Alstom Energy, on l'a vu avec Technip, on l'a vu avec Latécoère, c'est que ces 10 dernières années, ce sont 1500 entreprises françaises, souvent des fleurons, qui ont été rachetées par des fonds anglo-saxons, américains. Ben, c'est là-dessus qu'on doit empêcher ça. Plutôt que de faire la danse du ventre pour attirer les capitaux américains dans notre pays, on doit se demander sur quoi on maintient notre souveraineté et on refuse... Et donc on fait quoi avec les entreprises qui... Expliquez-nous. Celles qui le sont déjà, on va avoir bien du mal à exproprier. Je propose pas ça. Mais par contre, je dis, pour la suite, plutôt que d'aller faire la danse du ventre dans des Choose France pour attirer les capitaux américains, on devrait plutôt s'en protéger. François Ruffin, qui viennent. Et depuis l'élection de Trump, ils viennent beaucoup. Et je dis qu'il n'en faut pas. Capitaux américains. Vous ne voulez pas les capitaux américains. Je dis qu'il n'en faut pas. Je dis qu'on a un capital national en matière d'assurance vie, ainsi de suite, qu'on doit d'abord mobiliser le capital national et qu'on ne doit pas laisser partir, par exemple, le Doliprane aux États-Unis. Donc ça veut dire maintenir une souveraineté. Aujourd'hui, vis-à-vis des Américains, ça se joue plus sur le capital que sur les droits de douane. Les industriels français étaient réunis hier à Bercy autour du ministre Marc Ferracci pour tenter d'élaborer une position commune face à la guerre commerciale. La semaine dernière, Emmanuel Macron a appelé les industriels à suspendre leurs investissements aux États-Unis. Quel message enverrions-nous si de grands acteurs européens investissaient des
des milliards dans l'économie américaine au moment où les États-Unis s'en prennent à nous, disait Emmanuel Macron. Il a eu raison de le faire. Je vous dis, c'est pas la réponse que je propose. Là, il se repose sur les patrons en leur disant n'allez pas investir aux États-Unis. Bon, c'est leur faire confiance pour ça. Vraisemblablement, ils iront là où il y a du profit, mais comptons sur leur patriotisme. Je dis en revanche, il y a quelque chose où M. Macron a la main, c'est les investissements américains sur le sol français, voire européen. Et là, s'il veut, c'est lui qui peut dire non, c'est fini. Mais l'appel au patriotisme, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'à la fin, qu'est-ce que vous feriez à sa place face à ces grandes entreprises? Et on l'a vu au début de l'arrivée de Donald Trump. C'est-à-dire quand Donald Trump promet une baisse de l'impôt sur les sociétés à 15%, alors que chez nous, elle est à 25%, les grands patrons, effectivement, et on les a vus, que ce soit Stellantis, LVMH, CMA, CGM, ils sont partis aux États-Unis, ils ont commencé à investir là-bas, à ouvrir des usines là-bas. Vous leur diriez quoi? Écoutez, d'abord, la question c'est est-ce qu'ils vont produire aux États-Unis pour le monde, pour l'Europe, ou est-ce qu'ils vont produire aux États-Unis pour les États-Unis? Si c'est ça, je l'entends. Si c'est en revanche pour faire de l'importation ici en Europe, je ne l'entends pas. Mais je vous redis, sur la question industrielle, on est bénéficiaire dans nos exportations avec les États-Unis. Donc le souci n'est pas là. Il ne faut pas prendre la proie pour l'ombre. Aujourd'hui, on a un souci sur ça qui est vis-à-vis de l'Est, vis-à-vis de la Chine notamment, ce souci va être redoublé parce que comme les exportations chinoises ne parviendront pas aux États-Unis, ça va d'autant plus débouler sur le marché européen. Donc je dis l'urgence là de se protéger, et je suis pas le seul à tirer la sonnette d'alarme, quoi. Vous savez, quand je vais sur le site d'Arcelor à Dunkerque, sur l'acier, ce sont les ouvriers qui m'alertent dans l'endroit où se trouve le plus grand haut fourneau d'Europe, parce que il est en fin de vie et ça sera bientôt fini. Mais c'est aussi le patron d'Arcelor qui vient en commission des affaires économiques et qui nous prévient qu'il va aller produire en Brésil ou en Inde, parce que c'est moins cher là-bas, et qu'il l'importera si jamais on ne met pas de protection. Donc il y a la nécessité aujourd'hui... Il vous dit aussi, n'augmentez pas trop nos impôts sur les sociétés, François Ruffin, c'est ça qu'il dit aussi. C'est pas ce qu'il vient dire. C'est pas ce qu'il vient dire. Vous savez... Il faut les augmenter à nouveau. Emmanuel Macron les a baissés de manière drastique. On est passé de 33% à 25%. Vous, si vous revenez au pouvoir, il faut revenir à 33% d'imposition sur les sociétés? Écoutez, Madame Salam, et moi je regarde ça. Je regarde les Échos de mon ami Bernard Arnault. Je vois quoi dans les Échos? Un nouveau record de dividendes. Les entreprises tricolores ont une nouvelle fois été les premières contributrices à l'échelle européenne. Une hausse moyenne de 8,2%. Donc il faut les taxer davantage. Vous savez, il y a 80-90% des Français qui trouveraient juste que dans notre pays, les petits payent petits et que les gros payent gros. Et que, oui, là où il y a des hyper-dividendes, là où il y a des méga-profits, la justice fiscale, si on veut faire du commun, c'est qu'en effet, elle paye davantage. François Ruffin, il y a l'économie selon Trump, mais il y a aussi la guerre idéologique menée contre les chercheurs, contre les sciences, les listes entières de mots désormais interdits. Cette dimension du Trumpisme, elle vous glace? Alors vous allez dire que ce matin, j'ai choisi décidément l'optimisme de la volonté plutôt que le pessimisme de la lucidité. Parce que je veux en faire à nouveau une chance. Défendre Donald Trump. Non, pas du tout. Entendez bien que sur les droits de douane, je ne défends pas du tout la méthode de Donald Trump. Et là, au contraire. Mais je veux dire, faisons-en une chance. Je veux dire, on nous a dit que pendant des années, les cerveaux partaient aux États-Unis. Faisons-les revenir. Ayons un grand plan d'accueil, je dis, de réfugiés scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est la science. Il faut les payer. Pardon ? Il faut les payer. Oui, je suis favorable à ce qu'il y ait un grand plan. Plutôt qu'on entraîne nos universités dans la misère, parce qu'en vérité, on a diminué très nettement le budget par étudiant et très nettement diminué le budget de nos facultés. Il s'agirait aujourd'hui de le revaloriser pour deux raisons. D'abord, pour attirer ces cerveaux, qui en effet, il y a une chasse à la science, il y a une guerre au savoir qui est menée aux États-Unis, et il y a un certain nombre de personnes qui pourraient avoir une aspiration pour un lieu de refuge et un lieu d'accueil, mais aussi parce que comment on pense qu'on va gagner la bataille économique demain et qu'on va redevenir une puissance. Moi, je vous ai dit la nécessité de protection. Est-ce que je prétends que ça suffit? Non. Il est évident qu'il y a besoin d'innovation. L'innovation, on ne l'aura que parce qu'on aura une ébullition. Je dis aussi, vous voyez ma surprise, dans ce temps où le monde bascule, un jour, il y a 2 semaines, le monde bascule sur la sécurité mondiale et en particulier européenne. Aujourd'hui, le monde bascule sur la guerre commerciale. Et je sens pas un pays en ébullition où on aurait des chercheurs, des scientifiques, des intellectuels qui se réuniraient à l'Élysée, dans les ministères, à l'Assemblée et qui viendraient imaginer. Parce que là, on change d'époque. Le temps où c'était concurrence, croissance, mondialisation, qui fonctionnait à tire-larigot et que ça nous formait le cadre duquel on ne pouvait pas sortir, c'est fini.
Donald Trump le fait exploser. Donc soit on fait du bouche à bouche à ça, soit on fait du massage cardiaque au libre-échange, soit on se dit c'est le temps de l'imagination au pouvoir, il faut imaginer autre chose, et ça doit se faire avec des intellectuels. Sur la défense, l'autre versant de l'arrivée de Trump, c'est la politique européenne de réarmement partout. Les 27 augmentent leur budget de défense. On parle aujourd'hui d'une défense commune. Vous êtes favorable à ça, François Ruffin? Vous êtes tout sur la question de la défense commune et sur la question de l'augmentation des budgets militaires. Emmanuel Macron, Édouard Philippe parlent d'arriver à 3,5% du PIB. Vous dites quoi? Écoutez, il y a une course à l'échalote. Un jour c'est 3%, le lendemain c'est 5%. Vous dites on revient à 3,5%. Je dis d'abord, il faut identifier nos points de faiblesse. Et là, on a vu des points de faiblesse dans la guerre en Ukraine, alors que nous ne sommes pas directement engagés. On est à court des produits de base. Tout comme pendant la crise Covid, on avait été à court des produits de base, c'est-à-dire les masques et les surblouses. Là, on se retrouve à court de produits de base, les obus, les munitions, la poudre. Des choses de base. Donc évidemment, là-dessus, il faut retrouver notre souveraineté et il faut investir sur ce terrain-là. Et ensuite, il faut voir comment on ne fait pas en Europe une série d'armées bonsaï. Vous savez qu'on dit que l'armée française est une armée bonsaï, c'est-à-dire qu'elle a tout en petit. Il ne faudrait pas qu'on ait 27 fois tout en petit dans l'Union européenne. Et donc vous êtes favorable à une défense commune? Je suis favorable. Alors, non pas à une Europe de la défense, mais à une défense de l'Europe. Et évidemment, ça demande des moyens... C'est quoi la différence? C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y aura une grande armée européenne. Et je ne le souhaite pas. Là, il n'en est pas question, là, pour l'instant. Et donc, c'est pour ça que je fais la nuance et que je dis que je suis favorable à une défense de l'Europe, c'est-à-dire à ce qu'il y ait des moyens mis en commun, que ça soit coordonné. Alors, est-ce que c'est l'OTAN? Est-ce que c'est plus l'OTAN? Est-ce que c'est l'OTAN sans les Américains? Mais qu'il y ait une coordination de cette défense de l'Europe et qu'on ne fasse pas des séries d'armées côte à côte, mais qu'il y ait bien une coordination entre elles. Oui, 2 questions sur l'application Radio France. Thomas, bonjour. Pour le travail, j'utilise beaucoup Google Doc, pas parce que c'est américain, mais parce que c'est ergonomique. On peut notamment l'utiliser sur son portable avec l'application dédiée. Vouloir remplacer les entreprises américaines est une idée à l'emporte-pièce. Hervé, bonjour. Les Tesla Model Y sont fabriqués en Allemagne. Réponse de Monsieur Ruffin, s'il vous plaît. Alors, sur les Tesla, j'en ai bien conscience qu'elles sont fabriquées en Allemagne. Maintenant, je dis de la même manière qu'on a fait un Airbus européen par la coopération entre les pays, je pense que à se dire, on en finit avec Tesla et on fait une voiture électrique européenne par la coordination entre les pays où tout serait à 100% européen à l'intérieur de cette voiture-là. Oui, mais ça, c'est dans un moyen terme. Le moyen terme, vous savez... Vous fermez l'usine Tesla en Allemagne? Immédiatement, on continue de produire, mais on produit autre chose. On produit un autre type de voiture électrique. Bon, voilà. Donc, et ensuite, j'ai bien conscience que le remplacement des logiciels, et pas seulement des logiciels, ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est pour ça que j'ai bien dit, dans un premier temps, on taxe les GAFA, parce qu'aujourd'hui, les GAFA échappent à l'impôt. Bon, quasiment complètement. Et dans un deuxième temps, il faudra aller vers le remplacement et pas être dépendant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le nouvel or de nos pays, ce sont les données. Et on a une aspiration des données qui se fait aujourd'hui par les États-Unis par le biais des GAFA. Google Doc, vous l'utilisez, vous? Mais j'utilise plein de choses. J'utilise des frigos. Vous êtes même sur X. Mais je suis... voilà, il est évident qu'on ne va pas se dire « Ah tiens, je me coupe un bras. Est-ce que ma chaise, elle est bien française? Et je vais cesser de m'asseoir sur ma chaise quand je rentre dans votre studio. » Mais quand vous dites on taxe ou on interdit Tesla, c'est ça que vous... C'est qu'on n'a pas d'alternative. Je le dis, mais sur la voiture, excusez-moi, madame... Sur les réseaux sociaux, on en a. C'est pour ça que pour l'instant, c'est quand même un grand échec. C'est quand même un grand échec de la Macronie, qui nous a prétendu être la Startup Nation depuis maintenant une dizaine d'années, et finalement, on se retrouve dans une totale dépendance des réseaux sociaux américains ou chinois aujourd'hui. Donc c'est un échec français, un échec européen. Il s'agit d'en sortir. Quelques questions politiques, il reste quelques minutes. D'un mot, la course à la présidentielle semble s'être ouverte la semaine dernière avec une sortie probable de sa favorite, Marine Le Pen, condamnée à 4 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Elle a fait appel de sa condamnation. Jean-Luc Mélenchon et votre ancien parti, la France Insoumise, estiment que la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple et pas à la justice. Donc vous avez compris cette réaction? Non, c'est une réaction que je n'ai pas compris. D'autant plus que je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, on manifestait place de la Bastille avec des balais pour une opération coup de balai au moment de l'affaire Cahuzac. Et c'était un temps où on avait comme souci la probité et l'exemplarité au cœur d'un programme de gauche. Donc
Donc je pense qu'il faut le maintenir. Je vois qu'il y a eu une séance de rattrapage qui s'est déroulée le week-end dernier. Donc j'espère qu'on va en revenir sur plus une ligne de défense de l'état de droit et des magistrats. Et puis il y a vous, François Ruffin, vous avez lancé récemment un tour de France de meetings et de réunions publiques, une campagne que vous avez appelée Notre France. Ce week-end, dans la tribune dimanche, vous vous êtes déclaré déterminé à être candidat à la présidentielle et légitime à représenter la gauche, ce qui veut dire que vous êtes officiellement candidat pour 2027 ? Vous savez, c'est une chose que je prends très au sérieux. Oui. Être candidat à présider la France, ça veut dire 500 maires, ça veut dire 5 millions d'euros et ça veut dire des soutiens, des militants qui se trouvent partout dans le pays. C'est pas l'heure de ça. Aujourd'hui, ce que, par contre, j'ai vu, c'est une espèce d'apathie, je le disais, dans le pays, mais à gauche aussi, et qui fait que dans un temps où tout bascule, quand on demande aux gens comment ça va, ils font la liste de tout ce qui va pas. Et je me suis dit, bah voilà, comment on fait pour remettre de l'énergie ? Comment on fait, comme le chantait Johnny, pour redonner l'envie d'avoir envie ? Et donc, notre France, c'est notre France qui protège l'industrie, qui protège les emplois, qui protège la santé, qui protège le vivant, qui protège les enfants. C'est voilà une déclinaison d'une France qui protège. Vous savez, je pense que la question de la protection est aujourd'hui centrale. Et si j'ai une grande colère populaire depuis des années, qui ne naît pas aujourd'hui, c'est parce que les gens ont la certitude de ne plus être protégés. Olivier Faure souhaite une primaire de la gauche sans Jean-Luc Mélenchon. C'est ça ce qu'il faut faire ? En tout cas, il faut une candidature commune. Il va falloir avancer. On ne peut pas se permettre, dans le temps où il y a l'extrême droite et l'extrême argent qui prennent en tenaille, on ne peut pas se permettre dans ce temps-là d'avoir la division qui pèse sur notre camp. Mais une candidature commune, ça pourrait être celle de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est pas à moi de le décider, c'est pas à Olivier Faure de le décider, c'est pas à Jean-Luc Mélenchon de le décider tout seul, mais qu'il peut y avoir un mode de désignation. La primaire en est un, on verra bien quel mécano se met en place, mais pour arriver à une candidature commune qui puisse soulever l'espoir et amener à la victoire. À la dernière présidentielle, François Ruffin, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon. Quand vous l'écoutez, vous qui le connaissez bien, est-ce que vous avez un doute sur le fait qu'il soit à nouveau candidat ? Écoutez, Madame Salamé, je viens pas pour faire un entretien sur Jean-Luc Mélenchon. C'est pas la question. Là, vous noterez qu'on vous a posé 250 questions qui n'ont rien à voir. Il y a 3 questions sur Jean-Luc Mélenchon. Je le dis, moi, mon objectif, c'est faire mieux pour qu'on ne me pose plus la question. Voilà, donc et faire mieux pour moi aujourd'hui, c'est notre France qui protège, c'est notre France qui partage. C'est parler au pays en entier, pas à moitié. C'est demander comment on fait pour rassembler la gauche et pour rassembler la France quand il y a tant de forces dans le pays qui cherchent à la fracturer, à la diviser, à la séparer. Vous disiez le 1er avril dernier en meeting, vous allez dire que ça en fait une 4e de questions, en référence à Jean-Luc Mélenchon, faire mieux, ce n'est pas faire vieux. Excusez-moi, mais non seulement vous citez Jean-Luc Mélenchon à nouveau, mais en plus c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon collègue Alexis Corbière. Donc si vous voulez l'inviter autour de cette table pour faire de la mélenchonologie, je veux bien, mais moi je suis pas de mélenchonologue. C'est une science dure ou c'est une science molle ? J'ai pour espoir d'être franchologue et de me demander qu'est-ce que je dois dire au pays pour être compris. Corinne, sur l'appui d'Inter, vous dit bonjour François Ruffin, est-ce que vous ne devriez pas plutôt terminer vos meetings par Bella Ciao que par la Marseillaise ? Vous savez, ça fait des années que je regrette qu'on abandonne des thèmes à l'extrême droite. Je l'ai dit, le thème de la protection ne doit pas être abandonné à l'extrême droite, mais les symboles qui sont en plus issus de notre grande révolution, de la grande révolution française, qui sont la Marseillaise, qui sont le drapeau tricolore, qui sont liberté, égalité, fraternité, jamais je ne les céderai. Ils sont à nous. Moi, je me sens pleinement patriote. Et je me sens pleinement patriote et du coup, blessé par ce que devient mon pays, où on a laissé partir l'industrie et où je vois dans chaque crise une perte de souveraineté.